Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Vous êtes délégué général de La République En Marche et on sent bien que vous êtes un peu le porte-parole officieux. Vous l'êtes resté d'Emmanuel Macron. Évacuation de la Sorbonne. On a vu hier ces images des CRS dans les salles de classe et puis juste avant l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes avec des gaz lacrymogènes, CRS contre zadistes. Ces images de confrontation qui ont quand même marqué ces derniers jours. Hier sur TF1, le président a promis d'unir les Français. Visiblement, ça ne va pas de soi. Non, je crois que pour unir les Français, il faut aussi respecter l'ordre. L'ordre, c'est la meilleure façon de donner les libertés et les sécurités à chacune et chacun. Là où il y a des effractions dans les universités, et quand les présidents d'université sollicitent les forces de l'ordre, elles doivent répondre présentes. Par contre, quand il n'y a pas d'effraction, qu'il y a une occupation, c'est le cas sur un autre site de la Sorbonne, le préfet a refusé le concours des forces de l'ordre. Sur Notre-Dame-des-Landes, on est là sur quelque chose qui est un engagement du Premier ministre. Le fait d'avoir pris cette décision politique de ne pas faire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps, de ne pas laisser cette zone comme une zone de non-droit. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. Hier, le président n'a pas forcément rassuré les étudiants ou calmé les étudiants. Lila Lebas, qui était ce matin sur BFM TV et sur RMC, elle est la présidente de l'UNEF, elle disait « Il nous a parlé des examens en chocolat, mais nous ne sommes pas des enfants de 5 ans ». Non, mais d'abord, l'essentiel des étudiants aujourd'hui, le plus grand nombre, 90%, sont au travail. Ils sont là pour apprendre, parce que le savoir, c'est essentiel. Ils sont là pour préparer leurs examens. Et il y a une toute petite minorité qui bloque une toute petite minorité d'universités et des endroits en particulier de certaines universités. Donc vous ne craignez pas que ça prenne de l'ampleur? On voit bien que depuis quelques jours, malgré ces blocages, malgré des apports extérieurs de personnalités qui n'ont rien à voir avec le milieu étudiant et qui viennent faire de la politique sur place, j'ai vu Alexis Corbière, par exemple, s'exprimer à Tolbiac et appeler à cette mobilisation générale. C'est de la récup politique. C'est de la récup, bien sûr, mais de toute façon, ils soufflent sur toutes les braises possibles en espérant que ça fasse un grand feu, parce qu'ils veulent revenir sur l'élection présidentielle d'il y a un an, parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils l'avaient perdue. Sur la grève des cheminots, elle a repris ce matin, 3e mouvement de grève, de ce mouvement de grève perlé, avec un tout petit peu de moins de mobilisation. Est-ce que vous vous dites, ça y est, on tient le bon bout? Non, mais il faut continuer à faire de la pédagogie, à rassurer les cheminots et à garantir aux Français le libre droit de circulation. Je pense que c'est une obligation à la fois pour les cheminots, pour les grévistes, mais c'est aussi notre obligation à nous. On a rappelé des principes, celui de l'ouverture à la concurrence, qui est meilleure pour les usagers. On voit partout où elle s'est faite une amélioration des prix, une baisse des prix, une amélioration du nombre de trains en Allemagne, en Italie, en Suède, où ça a marché. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Il y a la fin du statut du cheminot pour les nouveaux embauchés, mais il y a aussi des efforts de l'État. Et le président de la République hier a annoncé la volonté de l'État de prendre toute sa responsabilité dans la reprise de la dette. Alors c'était pas hyper clair, hein. Vous dites ça y est, il l'a annoncé. On a quand même l'impression que sur cette histoire de dette, ça reste un peu flou. La dette de la SNCF sera pour partie, a dit Emmanuel Macron, progressivement reprise à mesure que la réforme de l'entreprise se fait. Ça veut dire qu'elle sera reprise en partie, intégralement? Est-ce qu'elle sera reprise tout de suite, progressivement? Quand? On ne sait pas. Mais relisez la phrase et vous verrez, c'est à mesure que la réforme... Pour partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu, beaucoup? À mesure que la réforme se fait, c'est cela qui compte. On ne peut pas demander aux Français de dire, vous allez faire un effort exceptionnel. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs par la fiscalité, par l'impôt. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque famille qui paye l'impôt en France paye 800 € pour le fonctionnement de la SNCF. C'est déjà non négligeable chaque année. Et donc, on leur demande de faire un effort supplémentaire et on demande aussi aux cheminots, à la SNCF, de se restructurer et de faire une partie de l'effort. À ce moment-là, l'État prendra ses responsabilités, comme l'État l'a toujours fait. Donc mais c'est l'État, vous d'abord. Vous dites aux cheminots, vous d'abord, et puis nous, c'est nous ensemble. Mais on ne peut pas d'un côté, et ce n'est pas votre propos, ce n'est pas non plus le propos de la SNCF dans sa globalité, ni celle des usagers, mais on ne peut pas d'un côté dire, on ne change rien, on maintient le statut, on continue comme avant, c'est-à-dire qu'on va rajouter 3 milliards de dettes chaque année, et pendant ce temps-là, c'est l'État qui doit assumer la dite dette. Ça n'est pas possible. Christophe Castaner, 50 milliards de dettes de la SNCF. Quand on dit pour partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 milliards, 10 milliards, 25 milliards? Mais ça veut dire que de toute façon, l'État prendra toute sa responsabilité sur la SNCF. Non, mais là encore, vous ne me donnez pas de chiffres, Christophe Castaner. Les chiffres, ils sont très parlants, 50 milliards. Dites-nous, vous allez en prendre combien? Mais parce que votre question, vous la posez en sachant pertinemment que je ne vais pas y répondre. Donc on peut faire ça pendant longtemps. Mais parce que le président de la République, le président a fait une annonce sur la dette. Oui, moi, j'ai rien de concret. Il a dit, mais parce que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de concret. C'est le principe même de la dette qui est essentiel. C'est le fait de se dire que depuis des années,
on a laissé cette dette de côté et qu'on ne l'assume pas. Le président de la République vous a dit « j'assumerai cette dette ». Mais à une condition, c'est qu'on sauve la SNCF. Parce qu'on ne peut pas demander aux Français de payer d'un côté 50 milliards d'euros de dette et de continuer à faire comme avant. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis 30 ans. Ça n'est plus possible, il faut y mettre un terme. Sur la question du statut de la SNCF, le président a promis hier que l'entreprise resterait publique avec des capitaux, je cite, 100% public. Sauf que parallèlement, le Parlement a ouvert cette semaine la possibilité de cession de parts de la SNCF. Pourquoi est-ce que vous auriez ouvert cette possibilité de cession de parts si ce n'était pas à un moment ou à un autre pour ouvrir les capitaux ? Ça n'est pas le texte du gouvernement. Le Parlement est en discussion sur ce sujet. Notre volonté est que nous ayons des titres à 100% publics qui soient incessibles. Donc c'est la volonté du gouvernement. Il n'y a aucune volonté de céder un quelconque titre de la SNCF qui doit rester cette société Donc publique. vous nous assurez ce matin, Christophe Castaner, que dans la loi, il n'y aura aucune possibilité de cession de titres. Ah non, mais là, je vais juste vous assurer que la loi est faite par les parlementaires. Et donc, il n'appartient pas au gouvernement d'empêcher les parlementaires de faire des amendements. Mais je vous dis, la volonté du gouvernement n'est pas de privatiser la SNCF. Nous et même voulons pas une de société permettre publique. qu'un jour elle le soit. Mais ce que la loi fait aujourd'hui, notre loi peut la changer. Et donc je ne peux pas m'engager pour les 10 ans, pour les 15 ans, pour les 20 ans. Mais je peux m'engager pour ce gouvernement, et j'ai bien entendu Emmanuel Macron le répéter encore hier, on met fin au fantasme, il y aura une société 100% publique qui garantira le service public ferroviaire en France, mais en même temps, nous n'avons pas peur de la concurrence parce que elle est utile aussi pour l'amélioration du service rendu aux usagers. Mais vous comprenez l'inquiétude quand vous-même Non, vous je ne la dites, comprends pas. je mets fin au fantasme, mais je ne peux pas vous garantir que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça ne va pas se privatiser. Ça laisse quand même cette impression-là. Mais vous savez, est-ce que vous avez entendu un président de la République pouvoir s'engager sur 40 ans, 50 ans ? S'il l'a fait, il a menti. Et il vous a menti s'il le faisait. Donc moi, je préfère être crédible et réaliste. La volonté politique aujourd'hui, celle de notre responsabilité, et qu'on ait une société qui permette d'avoir une bonne gouvernance. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que les panneaux d'affichage qui sont sur les quais ne sont pas gérés par la même personne dans la même gare que ceux qui sont dans le hall de la gare. Donc vous dites que ce n'est pas logique. On a 3 chefs de gare dans chaque gare. Donc effectivement, on veut une société unique qui pilote l'ensemble de la gare et donc l'ensemble de la SNCF. C'est ça notre volonté. Et on ne veut pas la privatiser, on veut que ça reste 100% public et que le chef de gare, parce qu'il a déjà été embauché, conserve son statut de cheminot. Et donc, quand on entend derrière privatisation, fermeture des petites lignes, abandon du statut de cheminot, ce sont 3 mensonges. Et donc, effectivement, si la grève est mobilisée sur ces 3 mensonges-là, elle peut s'arrêter immédiatement. Hier, Emmanuel Macron a dit merci aux retraités. Il l'a répété plusieurs fois. Est-ce que vous croyez que ça suffit de leur dire merci ? Non, mais peut-être leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui payent la retraite des retraités, ce ne sont pas eux qui ont cotisé, parce que ça s'appelle la capitalisation. Souvent, je rencontre des retraités qui me disent « Oui, mais j'ai cotisé toute ma vie ». Mais on est dans un système par répartition. Et alors qu'il y a quelques années, vous aviez mais un ça retraité... leur fait une belle jambe, Christophe Castaner. Oui, ils ont s'appelle la effectivement le France. sentiment d'avoir déjà beaucoup donné. Le président de la République, il parle à la France. Il ne parle pas à une clientèle. Et donc, quand, à une époque, vous aviez un retraité pour 2,7 actifs, c'était le cas au début où j'ai commencé ma carrière professionnelle, et qu'aujourd'hui, vous avez ce rapport qui s'est diminué par 2, il faut avoir en tête que augmenter le pouvoir d'achat, ramener les Français à l'emploi, c'est garantir le paiement des retraites. C'est cela qu'il a expliqué hier aux retraités. Et effectivement, une partie des retraités, 60% d'entre eux, contribuent à l'effort avec un prélèvement de 1,7% sur leurs revenus, et 80% d'entre eux vont amortir cet effort, il sera annulé par la taxe d'habitation. Donc il y a 20% des retraités qui effectivement connaissent cette année une perte de pouvoir d'achat, les 20% les plus favorisés dans leur retraite, et ce ne sont pas les petites retraites. Ça va ensuite s'arrêter ? Ou est-ce qu'ils vont continuer ? Ah mais au moins pour les... Alors là aussi, vous allez me dire, je pourrais m'engager pour 20 ans ou pour 30 ans, mais pour ce qui est du quinquennat actuel, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts pour les Français et donc pour les retraités. Pour les Français, il n'y aura pas de nouvelle hausse, mais est-ce qu'il y aura une baisse ? Parce que quand même, le président se targue en permanence d'être celui qui fait ce qu'il a dit. Sauf que précisément, ce qu'il avait dit notamment, et c'était dans le débat de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen, je le cite, il avait dit « Si la croissance se porte mieux que ce que j'ai prévu, et je suis très prudent, avait-il ajouté, dans mes hypothèses pour les années à venir, je ne fais jamais dépasser la croissance de 1,8%. Alors, je réaffecterai ce qu'on gagnera sur la baisse de l'impôt sur le revenu et donc sur les ménages. On est aujourd'hui à 2%. On a donc dépassé les 1,8%.
pourquoi ne redistribue-t-il pas ? C'est exactement ce qu'il a fait hier, quand il a annoncé la suppression du forfait social pour les travailleurs qui toucheront de l'intéressement, avec une mesure qui est chiffrée dans les Échos ce matin à 440 millions d'euros. Il faut avoir en tête que ce qui compte dans l'entreprise, c'est la réussite de l'entreprise. Mais il faut que les salariés puissent en profiter. Et donc la mesure qu'a proposée le président de la République... C'est ça la cagnotte fiscale ? Mais non, mais c'est une mesure qu'il a annoncée hier. Et donc je réponds à votre question de façon très concrète. Une mesure nouvelle qui porte quand même sur 440 millions d'euros et qui va, parce que l'intéressement c'est à peu près un 13e mois, et qui va permettre d'élargir, il n'y a qu'un Français sur deux, un salarié sur deux, qui aujourd'hui bénéficie de l'intéressement parce qu'il est obligatoire au-dessus de 50 salariés. Il est des fois mis en œuvre, mais comme c'est pas obligatoire, c'est plus rare. Là, on prend une mesure qui va concerner toutes les entreprises jusqu'à 250 salariés avec un dispositif zéro charge sur l'intéressement. C'est un 13e mois qui est annoncé pour les Français qui travaillent dans ce cadre-là. Christophe Castaner, il avait dit « je réaffecterai ce qu'on gagnera sur la baisse de l'impôt sur le revenu ». C'était assez précis. Mais l'impôt sur le revenu, globalement, est en baisse, avec un objectif de 20 milliards de la baisse fiscale en France sur la durée du quinquennat. Mais il y a des mesures aussi plus concrètes que vous pouvez faire. Et celle sur la défiscalisation totale des charges sur le forfait social pour l'intéressement, c'est une mesure nouvelle. Christophe Castaner, Emmanuel Macron a dit hier « je ne suis pas le président des riches. Les riches n'ont pas besoin de président ». Ils n'ont pas besoin de président, les riches ? Non, mais ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Parce que, vous savez, pour faire de l'optimisation fiscale, par exemple, effectivement, les très riches, ils ont des avocats, ils ont des cabinets spécialisés qui s'en occupent. Ça n'est pas votre cas, ça n'est pas mon cas, et c'est pas le cas des travailleurs français. Et donc c'est en cela qu'il disait que ceux qui veulent faire de l'optimisation fiscale, ils savent toujours mieux faire, mais ça ne concerne qu'une petite minorité. Parce que vous comprenez bien que ça donnait un peu le sentiment, eux ils se débrouillent très bien, je m'occupe pas d'eux, je les laisse faire. Mais non. Ça, c'est votre lecture et je pense que c'est juste dans la provocation de votre question et que ça n'est pas votre lecture réelle. Vous êtes là pour répondre à cette lecture si elle est biaisée. Mais vraiment, c'est le sentiment aussi que ça donnait. Non, ça n'est pas le sentiment. Il a voulu répondre à cette accusation qu'il serait le président des riches. Quand vous savez que la première mesure lourde financièrement que nous avons mise en œuvre, c'est le dédoublement des classes dans les quartiers les plus difficiles de France. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de riches qui vivent dans les quartiers politiques de la ville ? Moi, je ne crois pas. Et pourtant, c'est la première mesure. Pour chaque enfant, on leur propose d'avoir des classes de 12 élèves. Parce qu'au fond, on sait qu'investir sur l'école dès le CP, dès le CE1 et maintenant dès la maternelle, c'est leur donner toutes les chances de réussir dans la vie. Et donc, ça ne s'appelle pas être le président des riches, quand justement on s'intéresse aux plus fragiles dans les quartiers les plus difficiles de France. Christophe Castaner, Emmanuel Macron n'a cité personne hier, ni son Premier ministre, ni vous, ni aucun de ses ministres, personne. Il a utilisé beaucoup la première personne du singulier, je remercie, je veux. Est-ce que vous comptez pour du beurre ? Est-ce qu'il est tout seul ? Non, il a parlé au nom du collectif, le collectif qui guide comme président de la République. Il a pas dit nous, il a cité quelquefois le Premier ministre, vous avez raison, il n'a pas cité Édouard Philippe, mais moi j'y vois un énorme avantage. Est-ce que pendant l'1h05 d'émission, vous avez entendu le moindre couac, la moindre différence entre lui et le gouvernement ? Non, parce qu'il sait très bien que l'action elle est collective, et il l'a rappelé. Mais à aucun moment vous avez trouvé le moindre petit entrée pour dire « ah mais il y a un problème avec un tel ou avec un tel », ce qui est un jeu journalistique auquel nous sommes habitués. Et donc pendant 1h05, il a porté la puissance publique, le président de la République et le gouvernement dans l'exécution de l'action. Mais vous savez, la règle, elle est simple. Il fixe le cap, le Premier ministre anime le gouvernement et dirige le gouvernement, et les ministres, dans leur secteur, dans leur champ, le mettent en œuvre. Sur la Syrie, il a été très précis, Emmanuel Macron. Oui, des armes chimiques ont bien été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Nous en avons les preuves. Si les preuves sont établies, si on le sait, aujourd'hui, on attend quoi ? On a l'impression que c'était pratiquement pour tout de suite, il y a 2 jours. Et puis, depuis qu'il y a une sorte de temporisation, est-ce qu'on va laisser faire ? D'abord, il y a des discussions internationales. Il a eu hier encore le président des États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut des frappes coordonnées s'il doit y avoir des frappes. Et puis ensuite, je vais vous faire une confidence. Si les frappes sont décidées, je ne vous le dirai pas. Et le président de la République ne vous le dira pas. Il vous le dira ? Non, pas à moi. Il le traitera avec le Premier ministre et avec le ministre des Affaires étrangères et la ministre des Armées. Et ça suffit largement. Et ça n'a pas vocation à être public, parce que ce serait mettre en risque la qualité de l'opération et les femmes et les hommes qui devraient intervenir. Donc, si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, elles auront lieu. Mais on informera l'Assemblée nationale et le Sénat le moment venu, mais il est important que cela relève aussi du secret, parce que c'est la protection des intérêts de la France qui sont en jeu, donc et c'est aussi la protection des civils.
On le saura ensuite. Oui. Une fois que les frappes auront commencé. Oui, parce elles que ont peut-être commencé au moment où on se parle. Si je viens sur BFM pour vous annoncer le moment des frappes, vous savez très bien que vous menacez la sécurité même de l'opération. Et que vous seriez peut-être dans ce cas ministre de la Défense. Christophe Castaner, réduction des pouvoirs du Parlement, c'est la musique qui monte, réduction du nombre de parlementaires, certes, mais de leur pouvoir également. Ils ont le sentiment, notamment dans l'opposition, que vous ne tenez pas compte de leurs paroles. Comment pouvez-vous les rassurer ? Écoutez, je crois qu'on est aujourd'hui dans de la posture politique. Les mêmes parlementaires de l'opposition, je vois du côté des Républicains qu'ils poussent des cris d'orfraie sur la diminution du nombre de parlementaires. D'abord, c'était un engagement de celui qui est devenu président de la République et donc nous le mettons en œuvre. Mais je note quand même que François Fillon, qu'il soutenait jusqu'au bout, qu'il s'agisse de M. Retailleau ou de M. Larcher, annonçait lui-même la réduction à 400 pour les députés et à 200 pour les sénateurs. Et maintenant, il nous explique qu'ils sont contre. Je pense qu'il faut dépasser la posture politique et qu'il faut moderniser nos institutions. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de déposer dans une mandature 280 000 amendements pour avoir l'impression de bien faire son boulot quand on sait que beaucoup sont des amendements très mécaniques et très politiques pour ouvrir 2 minutes de temps de parole. Vous citez Bruno Retailleau, vous citez Gérard Larcher qui effectivement sont officiellement dans l'opposition, mais il y en a un autre qui grogne, c'est François Bayrou qui lui pourtant fait partie normalement de votre majorité puisqu'il est à la tête du MoDem. Il est déçu par les propositions du Premier ministre de modification de la Constitution et de l'organisation du travail du Parlement. Déçu d'abord sur le nombre de proportionnels, de députés élus à la proportionnelle, 15%, il trouve que c'est trop peu, mais il est aussi déçu sur le fond. Il dit qu'au fond, il y a beaucoup de blabla sur cette histoire de réduction du nombre de mandats, mais que dans la réalité, ça s'applique pratiquement pas. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que la majorité, elle est composée par 2 mouvements politiques, le MoDem, mais aussi la République En Marche. Et que la République En Marche a pris une position, je la représente, qui est de considérer que la baisse de 30% du nombre de parlementaires correspond à l'engagement présidentiel et que la baisse le fait de constituer à 15% le nombre de députés élus à la proportionnelle va nous permettre de garantir la présence d'un sénateur et d'un députés dans chaque département. Que si j'augmentais le nombre d'élus à la proportionnelle, à ce moment-là, je ne pourrais plus constitutionnellement garantir la présence d'un député ou d'un sénateur dans chaque département. Et donc, il se trouve qu'une partie de la majorité que je représente revendique le besoin de garder dans chaque département une représentation nationale. Donc, le point d'équilibre, c'est justement ce 30% de baisse et 15% de proportionnel. Et 15%, est-ce que c'est pas un peu gadget ? Du coup, ça sert pas à grand-chose ? Écoutez, ça fait un peu plus de 60 députés qui seront élus à la proportionnelle et qui permettront à des mouvements politiques que je combats quelquefois, mais qui n'ont pas une représentation adaptée à leur réalité, d'avoir une représentation et un groupe à l'Assemblée nationale. Et l'interdiction de faire plus de 3 mandats, qui ne va s'appliquer finalement qu'aux villes de plus de 9 000 habitants ? Je crois que les Français s'attendent à la limitation du cumul de temps pour les parlementaires, pas forcément pour les maires et pas dans les petites communes. J'ai été élu pendant longtemps maire dans une petite commune et je peux vous dire que ça relève plus du sacerdoce que de la profession. Et donc je pense que faire une différence entre les petites communes et président d'un exécutif départemental, régional... Et là-dessus, vous y êtes venu dans le dialogue, notamment avec Gérard Larcher. Bien sûr, c'était le président de la République qui avait proposé un seuil à 3500 habitants. Gérard Larcher a demandé de le monter à 9000 et le président de la République l'a entendu. Dimanche soir, Emmanuel Macron sera donc face à Jean-Jacques Bourdin et à Edoui Plenel sur RMC, BFM TV, Mediapart. Qu'est-ce que vous en attendez ? La poursuite d'un travail d'explication, de pédagogie, et comme on est sur un format long avec 2 journalistes différents, je pense qu'on ira aussi sur d'autres sujets. La question de la citoyenneté de l'entreprise. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que moi j'appelle la citoyenneté. Je vous ai parlé de l'intéressement, mais au fond, ce nouveau rapport à inventer entre les salariés et le patronat. Voilà des sujets sur lesquels on peut penser qu'on va pédagogie, on a l'impression que c'est un peu le nouveau mot à la mode. Non, elle est toujours nécessaire, la pédagogie. Non, alors ça, avec un peu d'expérience qui est la mienne, je dirais presque hélas, on met toujours sur le compte d'une absence de communication ou d'une pédagogie insuffisante le fait que ce qu'on fait n'est pas bien perçu. C'est une bêtise. En réalité, c'est souvent parce que juste on a été mauvais dans la présentation. Donc peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on a été mauvais et il faut que le président de la République donne du sens. Mais moi, j'attends du président de la République dans ses interventions, qu'il soit celui qui donne du sens aux choses, pas celui qui fasse une kyrielle d'annonces. Ça relève des ministres et du Premier ministre. N'ayez pas honte d'avoir de l'expérience, c'est pas parce qu'il y a le nouveau monde qu'il faut que vous ayez des complexes. Mais moi, j'aime pas cette expression nouveau monde, vieux monde, et une chose est sûre, c'est que c'est pas une question d'âge, c'est une question de pratique et de culture politique. Donc les jeunes députés doivent pas forcément vous donner de complexes. Non. L'expérience est parfois nécessaire. En tout cas, merci d'avoir été à notre micro sur RMC et BFM TV. Christophe Castaner, il est 8h55.